Salut Morel. J'attends qu'il y ait un peu plus de nombre. Salut Nassiro. Bon, salut. Salut, je pense qu'on va commencer. Grosse conférence aujourd'hui. Gros Facebook Live aujourd'hui. Je devais faire ce Facebook Live hier soir autour de 21h. Mais bon, il s'est fait que la connexion Internet n'a pas été au rendez-vous. D'accord? J'espère qu'il y aura plus de personnes dans les minutes à venir. Donc, j'attends un peu. J'attends qu'il y ait un peu plus de nom pour qu'on puisse commencer. Manifestez-vous hein, si vous êtes là.
Il y a une personne, je pense. Je pense qu'il y a une personne. Donc, je vais commencer. J'aurais voulu avoir un peu plus de monde. Ok, salut Hervé. Salut Hervé. Salut Hervé. Salut Hervé. Comment ça va? Donald, David. Bon, écoutez, je m'en fiche, hein. Vous êtes deux, je pense que je vais commencer. Alors aujourd'hui, comme je le disais hier, on devait débattre de... Bon, après, vous pouvez partager la vidéo et mettre les questions en commentaire. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Donc, hier, on devait échanger sur une thématique, enfin sur quatre thématiques. Première thématique, les 8 facteurs à prendre en compte pour bien s'orienter. J'aurais bien voulu avoir beaucoup de bacheliers en ligne. Mais bon, j'espère que la vidéo sera partagée au maximum et va leur parvenir. Et donc, premièrement, nous allons parler des 8 facteurs à prendre en compte pour pouvoir faire une bonne orientation. D'accord, bien s'orienter après le bac. La vérité sur le marché de l'emploi, comment s'en sortir, je vais en parler. Troisième thème, comment s'occuper, pourquoi et comment s'occuper de sa liberté financière après le bac. Quatrième thématique, l'ouverture imminente de la haute école de l'entrepreneuriat et de la finance. Alors, haute école de l'entrepreneuriat et de la finance, H-E-E-T, H-E-E-F. Alors, première thématique. Vous savez très bien, nous avons tous été confrontés à une difficulté. La difficulté était celle de l'orientation. On n'a pas eu pour la plupart des personnes qui étaient là et qui pouvaient nous aider dans notre orientation. Pour la plupart, on s'est orienté comme ça. On s'est orienté vaille que vaille. On a fait en fonction de nos connaissances. On s'est orienté en fonction de la connaissance qu'on avait. Merci David. On s'est orienté en fonction de la connaissance qu'on avait pour la plupart de nous. On n'avait pas de grands frères, on n'avait pas de grandes sœurs. Et même pour ceux qui avaient des grands frères, des grandes sœurs ou même des parents, on s'est orienté généralement en fonction de ce que les parents voulaient. C'est-à-dire lorsque le parent avait lorsqu'il y avait par exemple un cousin, une cousine ou une nièce, un neveu qui était médecin, docteur, les parents nous comparaient. Il faut que tu sois un cadre comme celui-ci. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi j'ai vécu ça. Et donc, on voulait que, c'est-à-dire que le modèle de cadre pour les parents, c'était quoi? C'était être docteur, être cadre de l'administration publique, être par exemple ingénieur, être par exemple administrateur public, etc., etc. Du coup, on s'est orienté de façon mécanique, pour la plupart, pour faire plaisir aux parents, pour certains.
Et pour d'autres, on s'est orienté comme ça. Moi, personnellement, je me suis orienté comment? Je me suis orienté après le bac parce que j'étais dans un groupe d'études en terminale. Donc, on était un groupe de 7 élèves en terminale. Et je me suis orienté parce que les gars de puisque après le bac, par la grâce de Dieu, on était tous admis. Et donc, maintenant, sur les 7, il y avait 5 qui s'étaient inscrits en faculté de sciences économiques et de gestion à la FASEC. Donc, il restait 2 personnes. Il y a un, lui, il ne voyait rien carrément. Il s'est inscrit dans tout ce qui est littérature, je pense en géographie. Et donc, moi, pour ne pas perdre mon groupe d'études, je me suis inscrit aussi à la FASEG. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans ce cas d'espèce, on appelle ça s'inscrire par suivisme. Faire du suivisme. Et donc, faire du suivisme, ça n'a jamais aidé quelqu'un en réalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis orienté sans avoir une conviction de ce que je faisais. Et c'est arrivé en 3e année que je me suis rendu compte que, eh bien, mon gars, écoute, l'allure que tu prenais là, ce n'était pas vraiment ce que tu voulais. Moi, ce n'était pas mon truc, l'économie, les mathématiques, voilà, les maths financières, micro, macro, économie générale, bref, c'est pas mon truc. Je ne me retrouvais pas dedans. Moi, mon truc, c'est le marketing, c'est la vente, c'est le business. D'accord? Et donc, comme il n'y avait pas d'école où on enseignait le business, voilà, je me suis inscrit sur le campus comme ça. Mais je vous garantis, j'ai bavé. J'ai bavé grave. J'ai bavé parce que quand tu ne t'inscris pas par conviction et tu t'inscris par suivisme, du coup, tu te retrouves dans un environnement où il n'y a pas du tout de personnes qui puissent t'encourager. Et même quand il y en a qui puissent t'encourager, généralement, toi-même, tu n'es pas motivé à pouvoir faire ce que tu es en train de faire. Parce que tu n'es pas dans ton champ d'action, tu n'es pas dans ton marigot. Et donc, nous avons commis cette erreur, ou ces genres d'erreurs. Par la grâce de Dieu, des années plus tard, on s'est retrouvés. On s'est réorienté dans le bon sens. Et on a pu nous réorienter, on a pu se réorienter en fonction de nos passions, de nos talents. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers camarades, chers collègues, je vous en supplie. Il y a une chose qui est claire. Si vous êtes nouveau bachelier, ne vous inscrivez pas dans une école parce que l'uniforme est bel à voir. Si vous avez le bac, ne vous inscrivez pas dans une faculté, dans une spécialité parce qu'on dit que c'est ce qui se fait. Ce n'est pas parce qu'on dit que vous faites la science économique, vous allez devenir économiste, que vous allez le devenir. C'est faux. Moi, ce que je dois vous conseiller en tant qu'aîné, en tant que grand frère, en tant que frère tout court, inscrivez-vous, orientez-vous en fonction de votre vocation. Si vous avez des frères, si vous avez des sœurs qui ont passé le bac, je vous en supplie, aidez-les, orientez-les à s'orienter, aidez-les à se coacher, à s'orienter suivant leur vocation. Je vous en supplie. Aujourd'hui, aller à l'école n'est plus gage de trouver du boulot. L'État recrute de moins en moins. Je vais vous en parler tout à l'heure. Les entreprises recrutent de moins en moins. Le marché de l'emploi est de plus en plus saturé. Le but de l'emploi, d'aller à l'école, évidemment, c'est de trouver un boulot qui nous rapporte un revenu. Et si vous n'êtes pas capable de pouvoir faire ça après vos études, franchement, laissez tomber. Soyez conscient que ce que vous faites comme choix est un choix judicieux pour vous. De quoi je parle? Je vais vous parler ici de comment s'orienter en fonction de sa vocation. D'accord? Qu'est-ce que la vocation? La vocation, c'est quoi?
La vocation, c'est ce que vous aimez faire. C'est ce dans quoi vous êtes passionné. La vocation, c'est ce qui vous passionne. Ce que vous aimez faire. Ce que vous faites sans voir le temps passer. La vocation, c'est tout ce qui vous plaît. Ce que vous êtes capable de faire sans qu'on ne vous exhorte. Ce que vous êtes capable de faire sans qu'on ne vous motive. Ce que vous êtes capable de faire sans qu'on ne dise « Lève-toi du lit ce matin ». Il y a des choses, lorsque vous réfléchissez bien, il y a des choses que vous aimez faire. Il y a des choses qui vous énervent. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes passionné. Il y a des choses pour lesquelles vous sentez une sainte colère. Une colère, pas contre les personnes, mais pas contre la situation. Il y a des injustices qui vous énervent. Il y a des injustices qui vous mettent hors de vous. Vous avez envie d'agir, mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous vous sentez incapable. Mais vous avez envie de faire quelque chose pour aider les gens qui sont dans cette situation, mais pour le moment, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la capacité de le faire. Et donc, c'est ça une vocation. De quoi je parle? Moi, par exemple, je déteste la médiocrité. Quand je vois un jeune qui a un talent, qui a un potentiel, qui gaspille, eh bien, ça me met hors de moi complètement. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que ça m'énerve. Parce que je vois que le gars, la fille, a du potentiel, mais qui gaspille. J'ai envie de le taper. Voilà. J'ai envie d'ouvrir sa tête là et de mettre tout ce que j'ai dedans. Le problème, c'est que si je mets dedans, moi, je n'ai plus rien. Du coup, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que nous avons tous des vocations. Et lorsque vous vous orientez en fonction de votre vocation, tout devient naturel, tout devient fluide, tout devient facile. Tout ce que vous faisiez avant qui ne vous plaisait pas, tout ce que vous faisiez avant où on vous motivait pour pouvoir faire, je vous en supplie, il y a un truc qui est clair, c'est que vous allez devenir des hommes passionnés. Et donc, comment s'orienter en fonction de ses passions? C'est de ça que je veux parler maintenant. Il y a des études qui ont démontré, il y a des auteurs, il y a deux auteurs américains de l'université de Harvard qui ont fait des recherches. L'un s'appelle Howard Gardner et puis l'autre, je me rappelle plus de son nom. Et donc, ils ont fait des recherches et sont arrivés, ils sont des psychologues. Les deux sont des psychologues. Et donc, ils ont fait des recherches sur 30 ans. Ce qui me plaît chez les anglo-saxons, c'est qu'ils font des recherches. Ils observent. Et sur la base des observations, ils arrivent à tirer des conclusions. Et donc, ils ont fait des travaux de recherche sur la capacité des hommes à développer un certain nombre d'intelligence. Et donc, ils sont arrivés à tirer... ils ont étudié beaucoup de personnes. Ils sont arrivés à tirer une conclusion. C'est que il y a 8 formes. Il y a 8 formes d'intelligence. C'est-à-dire que nous n'avons pas, tous les êtres humains ne sont pas paramétrés de la même manière. Je sais que vous savez, mais vous êtes uniques. Chacun de nous, nous sommes uniques. Même quand on prend deux jumeaux, il n'y a jamais ressemblance à 100%. Il y a toujours des points de dissemblance. Toujours. Et donc, ils sont arrivés à tirer une conclusion, c'est qu'il y a 8 formes d'intelligence. Nous avons tous les 8 formes d'intelligence. Mais le problème, c'est que il y a une forme d'intelligence qui est plus marquée chez l'un que chez l'autre d'entre nous. D'accord? Sur les 8 formes d'intelligence, il y a une intelligence qui est plus marquée chez nous que les 7 autres. Mais n'empêche que nous avons les 8 formes d'intelligence. Et donc, le problème, c'est que notre société nous a formés, nous a habitués à pouvoir développer une seule
formes d'intelligence. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Donc, vous devez orienter vos enfants en fonction de leur type d'intelligence. Vous pouvez avoir 10 enfants. Vous pouvez en avoir 4. Vous pouvez en avoir 2. Vous pouvez en avoir 3. Ils n'auront pas tous les mêmes formes, types d'intelligence. Et donc, vous n'allez pas les orienter normalement de la même manière. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est chaud. Super chaud. Eh bon, voilà, ça réveille. Ça réveille un peu. Alors, de quoi je parlais? Je disais, voilà, il y a 8 formes d'intelligence. Donc, vous avez d'abord l'intelligence linguistique. C'est quoi l'intelligence linguistique? L'intelligence linguistique consiste à utiliser, d'accord? On appelle ça encore l'intelligence verbale. Ça consiste à utiliser le langage pour s'exprimer. Le langage pour dire ce qu'on pense. Ça consiste pour les personnes, c'est en fait pour les personnes auditives qui ont beaucoup plus de facilité à entendre les mots que de retenir les images. Ceux qui ont développé, ceux qui ont l'intelligence linguistique, par exemple, vous n'êtes pas obligé de parler plusieurs fois, leur parler plusieurs fois. Vous parlez une fois, ils captent. Ce sont des gens, par exemple, lorsqu'ils sont en situation de formation, ils aiment plus les écrits que les images. Ils retiennent plus ce qui est écrit, ce qui est dit. Les mots, ils retiennent plus les mots que les images. On ne les reconnaît pas leur amour du langage et de la parole. Celui qui possède cette intelligence, par exemple, a une bonne mémoire des dates, des noms, aime raconter les histoires. Ça, c'est l'intelligence linguistique. Celui qui a une bonne locution, voilà, il aime retenir les dates, les noms et raconter les histoires. On retrouve ça souvent. On retrouve cette forme d'intelligence. Chez qui? Chez les orateurs comme moi, chez les avocats, chez les poètes, chez les écrivains. Mais aussi chez les personnes qui ont à lire et à parler dans leur domaine respectif pour résoudre des problèmes, créer et comprendre. Donc, les enfants, par exemple, qui ont cette forme d'intelligence, comment identifier un enfant qui a cette forme d'intelligence? C'est par exemple un enfant qui est sensible à l'ordre, au rythme des mots, ainsi qu'à l'humour qui s'y rattache. Quand on parle, ils écoutent, ils ont l'art d'écouter et de voir la chronologie des mots, la succession des mots. Ils aiment lire. Ces enfants-là, ils aiment lire. Ils aiment parler, ils aiment raconter, ils aiment entendre des histoires. Ils ont une bonne mémoire des dates et des noms. D'accord? Ça, c'est les enfants qui ont développé l'intelligence linguistique. Et donc, lorsque vous avez un enfant, par exemple, qui a développé l'intelligence linguistique, comment il faut l'orienter? Il faut l'orienter dans tout ce qui est littérature, dans tout ce qui est série littéraire, dans tout ce qui est droit, dans tout ce qui est art. Ça veut dire quoi? L'écriture. Ça veut dire quoi? La poésie. Ça veut dire quoi? Le droit. Ils sont meilleurs avocats, ils sont meilleurs orateurs. Donc, il faut les orienter dans ces domaines-là. Vous avez ensuite l'intelligence logico-mathématique. En fait, c'est le type d'intelligence que notre société prise. C'est ça qui est prisé par notre société. C'est la capacité, ceux qui développent l'intelligence logico-mathématique, par exemple, Serge, tu m'as laissé entendre. C'est des gens, par exemple, qui ont appris à utiliser la logique, l'analyse et l'observation et le raisonnement sur les choses. Donc, c'est des gens qui aiment utiliser, ils ont une capacité à utiliser la logique, à utiliser, à analyser. Ce sont des gens qui ont une capacité à observer et à raisonner sur chaque chose. Ils veulent avoir une logique qui sous-tend chaque chose. Lorsque tu lui dis de faire ça, il doit pouvoir comprendre
tu dois pouvoir lui expliquer suivant quelle logique tu lui dis d'aller de là à là en passant par là au lieu de passer par ici. D'accord? Ceux qui possèdent cette forme d'intelligence, par exemple, aiment raisonner de façon séquentielle. Ils se plaisent à l'interprétation de quantité. Ils se posent des questions pourquoi et comment. J'ai un enfant comme ça, par exemple, pas que j'ai un enfant, j'ai un neveu comme ça, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu lui interdis de faire quelque chose, sur le coup, il te dit, ok, tonton, j'ai compris. 15 minutes après, tonton, mais dis-moi, pourquoi tu m'as dit de ne pas faire ça? Mon petit, c'est parce que c'est comme ça. Il dit, ok. Il va se reposer. 10 minutes après, il revient. Tonton, mais pourquoi c'est comme ça? Donc, tu es obligé de lui dire, pourquoi c'est comme ça? Il m'a demandé un jour, écoute, parce que il regardait la télé, et puis j'ai dit, mais écoute, mon gars, ce que tu regardes là, c'est pas bien pour ton âge. Un coup après, il revient, non, un jour, il me demande, mais tonton, mais écoute, ce que tu m'as dit là, mais pourquoi tu m'as dit de ne pas regarder? Il dit, mais c'est pas bon pour toi, mais pourquoi c'est pas bon pour mon âge? Mais le pire, c'est quand il est malade et quand tu dois lui donner un médicament, tu dois lui expliquer pourquoi ce médicament-là et pourquoi pas ce que tu lui as donné la fois passée. Ok? Donc, ils sont excellents. Ceux qui développent l'intelligence logico-mathématique, par exemple, ils sont excellents en matière de recherche. Ce sont des chercheurs en biologie, en informatique, parce que l'informatique, il faut avoir de la logique. Ils sont très bons en informatique, en biologie, en médecine, en sciences ou en mathématiques. Ils font preuve d'intelligence logico-mathématique. Ils utilisent leurs capacités intellectuelles qui y sont rattachées pour résoudre les problèmes de ce secteur-là. Les enfants ayant cette forme d'intelligence, par exemple, sont capables d'identifier des structures logiques, des structures numériques et utiliser une longue chaîne de raisonnement. Ils aiment résoudre les problèmes. Ils veulent des relations de cause à effet. Ils veulent trouver une raison à tout. Ok? Donc, les enfants qui ont développé l'intelligence logico-mathématique, voilà comment on les identifie. On les identifie dans leur capacité à identifier les structures logiques, à raisonner. Ils aiment raisonner. Ils aiment raisonner de façon logique. Ils aiment trouver une logique à tout. Ils veulent des relations de cause à effet. Pourquoi tu lui as dit de faire ça? Pourquoi telle chose s'est passée? C'est les enfants qui posent beaucoup de questions. Ils aiment résoudre des problèmes, même des fois qui les dépassent. D'accord? Ils veulent trouver une raison à tout. Tu lui dis, ce stylo est bleu, mais ils vont te demander pourquoi le stylo est bleu et pas vert. Troisième forme d'intelligence, on appelle ça, donc ceux qui ont les enfants, lorsque vous identifiez qu'un enfant a développé ou développe l'intelligence logico-mathématique, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant-là? Il faut l'orienter dans le domaine de la biologie, de l'informatique, de la médecine, de la science, je sais pas trop, de la biologie, de l'informatique. Voilà, c'est beaucoup plus comme ça dans ces domaines-là qu'il faut orienter ces enfants-là. Ils seront beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanouis. Ok? Alors, nous avons ensuite l'intelligence musicale. Qu'est-ce que je mets dans l'intelligence musicale? L'intelligence musicale, on reconnaît cette intelligence-là, c'est la capacité à penser rythme, à penser mélodie, à reconnaître des modèles musicaux, à les mémoriser, à les interpréter, à en créer ou encore à être sensible à la musicalité des mots et des phrases. C'est la virtu. En fait, ceux qui développent ce genre d'intelligence sont des virtuoses dans leur domaine. Ils manifestent leur intelligence en vous faisant vibrer par des nuances. Ils aiment des changements de rythme et d'autres variantes transmises par leur instrument de musique et leur voix.
En fait, les enfants qui développent ce genre d'intelligence sont sensibles au timbre, au rythme, au son d'une mélodie. Ils fredonnent souvent. Ces enfants-là, ils fredonnent souvent, ils chantent souvent, ils se mettent à danser sur le moindre rythme. Et en réalité, en fait, vous n'êtes pas obligé de chanter plusieurs fois à côté d'avant qu'ils ne retiennent la chanson. Il suffit de chanter une seule fois. Il suffit qu'ils entendent une seule fois la chanson et puis c'est parti. Ils vous la chantent mais de façon vraiment excellente, vraiment excellente. Ok. Vous avez ensuite l'intelligence corporelle ou kinesthésique. Ce genre d'intelligence kinesthésique ou corporelle, c'est la capacité à pouvoir manier, communiquer, s'exprimer dans la vie quotidienne ou dans un contexte artistique pour réaliser des tâches faisant appel à la motricité des objets ou en faisant des exercices physiques ou des pratiques sportives. Ceux qui ont ce genre d'intelligence ont la capacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer en faisant appel à leur motricité, d'accord, pour jouer sur des objets ou avec leur corps, d'accord. Ils sont de très bons sportifs. On les reconnaît en particulier par leur désir de bouger, la tendance à être constamment en mouvement. Ok? Ça, c'est ceux qui ont développé cette forme d'intelligence. On les reconnaît par leur capacité à être en constant mouvement. Constamment en mouvement. Ok? Ils ont un potentiel intellectuel qui leur permet de jouer, par exemple, au basket, de calculer la hauteur, la force, l'effet de lancer dans un panier, d'accord? Leur cerveau anticipe, si par exemple le point d'arrivée du ballon, d'accord? Et ils mettent en branle toute une série de mouvements pour résoudre le problème. On retrouve ce type d'intelligence chez les sportifs. D'accord? Les enfants qui ont ce potentiel utilisent leur corps pour résoudre les problèmes et pour créer des produits, pour transmettre des idées. D'accord? Ils s'expriment à travers leurs mouvements. Ils ont un grand besoin de bouger, de toucher et de prendre des choses et de jouer avec. D'accord? Ça, c'est les enfants qui ont développé ce genre d'intelligence. Ils aiment s'exprimer avec leurs mouvements. Ils ont un grand besoin. Ils ont un besoin de bouger, d'accord, de toucher des choses, de jouer avec. Ils sont habiles dans les travaux manuels. Ok? Donc ça, c'est les enfants qui ont développé l'intelligence corporelle ou l'intelligence kinesthésique. Ok? Ils aiment toucher. Ça, c'est les grands footballeurs. Ça, c'est les grands sportifs. Ça, c'est les grands artistes, les acrobates. Donc, lorsque vous avez des enfants qui aiment s'exprimer avec leurs mouvements, qui aiment toucher à tout, qui ont un grand besoin de bouger, qui sont habiles dans les travaux manuels, orientez-les beaucoup plus dans ce domaine-là. Ils seront excellents. Ok? Vous avez ensuite ce qu'on appelle l'intelligence visuelle ou spatiale. C'est quoi l'intelligence visuelle ou spatiale? L'intelligence visuelle spatiale permet à l'individu d'utiliser ses capacités intellectuelles spécifiques pour faire quoi? Pour se faire une représentation. Ok. Donc, je disais, ce sont des personnes qui ont
Ce sont des personnes qui ont la capacité de pouvoir utiliser leur intelligence pour pour se faire une représentation spatiale du monde. Et donc, ils ont la capacité, d'accord? Ils aiment concevoir, ceux qui ont cette forme d'intelligence, ils aiment concevoir, ils aiment dessiner, ils aiment lire les graphiques, ils aiment élaborer des affiches, ils aiment organiser l'espace, ils aiment organiser l'espace et organiser des objets et des surfaces. Ils ont souvent un besoin d'image pour comprendre. Ce sont des personnes foncièrement visuelles. D'accord? Ils visualisent les points des repères dans la nature et s'en servent pour pouvoir progresser. D'accord? Ceux qui ont cette forme d'intelligence, par exemple, cette forme d'intelligence permet de créer des œuvres d'art artisanales, permet d'agencer harmonieusement des vêtements, des meubles, des objets. Ceux qui ont ce genre d'intelligence excellent beaucoup plus dans les domaines de la géographie, dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la mode, dans le domaine des dessins. Donc, ils sont des dessinateurs de mode, ils sont d'excellents architectes, ce sont d'excellents photographes, ce sont des caméramans hors pair. Donc, ils mettent à profit ce type de potentiel intellectuel pour réussir dans ces domaines-là. Lorsque vous avez un enfant qui a cette forme d'intelligence, ça lui permet de créer des images. En fait, comment identifier des enfants qui ont cette forme d'intelligence? C'est des enfants qui possèdent l'habileté à créer des images, à visualiser l'espace spatial et à les visualiser de façon spatiale, mentale et de façon concrète. D'accord? Ils aiment regarder les graphiques, ils aiment regarder les images, ils aiment regarder les illustrations et surtout, ils aiment dessiner et illustrer. Ça, c'est des enfants qui ont développé l'intelligence visuelle et spatiale. J'espère que vous allez me partager au maximum cette vidéo parce que j'estime qu'elle est super, hyper importante. D'accord? Nous avons ensuite l'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste, c'est l'intelligence du biologiste, du botaniste, de l'écologiste, de l'océanographe, du zoologiste, de l'explorateur, du chasseur, du pêcheur et du chef cuisinier. Ça veut dire quoi? Les individus qui possèdent ce genre d'intelligence aiment classer, discriminer, reconnaître, utiliser leurs connaissances sur l'environnement naturel, les animaux, les végétaux ou les minéraux. Ils ont une habileté à reconnaître les traces des animaux, leur modèle de vie dans la nature et trouvent des moyens de survie. Enfin, à trouver leurs moyens de survie. Ils savent que les animaux ou plantes sont à éviter de quelque espèce qu'ils peuvent se nourrir. D'accord? Ce sont d'excellents. Ils ont un souci de conservation de la nature. Souvent, les personnes chez lesquelles cette forme d'intelligence est développée aiment posséder des cahiers de notes. Pour faire quoi? Des cahiers de notes d'observation ou garder dans leur mémoire. Et ils aiment prendre soin des animaux. Cultiver leur jardin. Voilà, on commence par comprendre maintenant. À la maison, il y a des enfants comme ça qui aiment prendre soin des animaux. Tu lui donnes à manger, il donne un peu aux chiens, il donne un peu aux chats, il s'occupe des oiseaux, il s'occupe de temps. Voilà par exemple des enfants qui ont développé l'intelligence naturaliste. D'accord? Ils aiment cultiver leur jardin à la maison. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais des cousins qui aimaient faire des petits jardins où ils plantent de la tomate, ils plantent de l'oignon, ils plantent du piment, etc. Et en fait, ce sont des personnes, quand nous avons commencé par grandir, eux, ils excellaient plus dans la cuisine que nous, que moi. Moi, je suis nul en cuisine.
Mais eux, ils sont des excellents en cuisine. D'accord? Ils aiment cultiver leur jardin et sont en faveur de l'établissement des parcs dans leur ville. Elles sont adeptes de la conservation de leur environnement. D'accord? Les enfants qui possèdent cette forme d'intelligence, par exemple, ont la capacité d'identifier les motifs, les séries dans le mode naturel comme les plantes et les animaux. Ils sont sensibles à leur environnement. Donc, lorsque vous avez des enfants comme ça, orientez-les beaucoup plus dans le domaine de la biologie, du naturalisme, du botanisme. Ils sont de vrais botanistes, des écologistes, des océanographes, des zoologistes, des chasseurs, des pêcheurs et des chefs cuisiniers. Donc, ils excellent dans le domaine de la cuisine. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la nature. D'accord? Et donc, nous avons l'avant-dernier type d'intelligence qui est l'intelligence interpersonnelle. C'est quoi l'intelligence interpersonnelle? C'est l'intelligence qui permet à l'individu d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte. Elle amène l'individu à constater les différences de tempérament, de caractère. Ça, c'est moi, mon type d'intelligence. D'accord? Des motifs d'action entre les individus. Elle permet l'empathie, la coopération et la tolérance. Ceux qui possèdent cette forme d'intelligence aiment parler, comme moi. Ils aiment influencer, comme moi. Ils sont habituellement leaders de groupe ou des organisateurs. J'ai dit naturellement. Ils sont habituellement des organisateurs du groupe ou des leaders. Ils communiquent généralement bien. Ils sont habiles en résolution de conflits. Ah oui, je sais que beaucoup veulent avoir ça. Mais le problème, c'est que c'est Dieu qui donne. Comprenez? Voilà. Donc, ils sont généralement bien et habiles en résolution de conflits. Ils ont également une excellente écoute. Ils sont habiles à négocier et sont très persuasifs. Ok? C'est ceux qui ont cette forme d'intelligence, par exemple. Cette forme d'intelligence permet de comprendre et de générer des solutions viables ou concrètes pour aider les autres. Ces enfants, qui possèdent ça, les enfants qui possèdent cette forme d'intelligence démontrent leur habileté à connaître et à comprendre les autres dans leur motivation. Ils ont une certaine capacité d'analyse. Ils ont une certaine empathie. Ils savent rapidement comprendre les autres et dans leur motivation, en fait, leur intention et leur but. D'accord? Lorsque, par exemple, j'ai une nièce, par exemple, lorsque tu lui donnes un cadeau, elle te pose la question, mais bon, t'as dit que pour elle, quand tu lui donnes un cadeau, c'est que tu attends quelque chose d'elle. Donc elle te pose la question, pourquoi tu me donnes un cadeau? C'est normal de poser cette question. Pourquoi tu me donnes un cadeau? C'est normal ou pas? Mais voilà, c'est normal. Donc, les enfants qui possèdent, ils aiment travailler en groupe. Ces enfants-là. Ils remarquent les besoins et les émotions de ceux qui les entourent et le font avec succès. Ils aiment par exemple jouer à papa, jouer à maman, jouer au boss. Quand ils sont entre eux enfants, ils aiment diriger. D'accord? C'est l'aptitude. Voilà, donc ceux qui développent ce genre d'intelligence, lorsque vous avez un enfant comme ça, comment l'orienter? Il faut l'orienter dans tout ce qui est... en fait, ce sont de bons diplomates. D'accord? Ceux qui possèdent cette forme d'intelligence, ils sont de bons leaders, des chefs d'entreprise. D'accord? Ils sont excellents dans le domaine du marketing et de la communication. Voilà à peu près quelques domaines dans lesquels ils excellent. Et la dernière forme d'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle. C'est l'aptitude à faire de l'introspection, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi-même, identifier ses sentiments,
analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions. Cette forme d'intelligence permet de se comprendre soi-même, de voir ce qu'on est capable de faire, de constater ses limites et ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves et de comprendre ses réactions. D'accord? C'est aussi la capacité à aller chercher de l'aide en cas de besoin. En somme, c'est être capable d'avoir une représentation assez juste de soi. C'est une forme d'intelligence. Cette forme d'intelligence permet de résoudre des problèmes reliés à notre personnalité, à travailler sur soi. D'accord? Elle fonctionne en étroite relation avec l'intelligence interpersonnelle. C'est des choses qui vont de pair. Souvent, ceux qui sont sont intra, parce que des fois, ils ont la capacité de pouvoir être seuls et de faire une introspection pour voir ce qui ne va pas à leur niveau. D'accord? Il faut être conscient de ses propres émotions et savoir les contrôler. Ceux qui possèdent l'intelligence intrapersonnelle aiment la solitude. Ils aiment réfléchir. Ils sont habiles dans la définition d'objectifs. Ok? Les enfants qui possèdent cette forme d'intelligence ont une excellente connaissance d'eux-mêmes. Ils ont la capacité de se trouver des manières qui leur permettent d'utiliser leurs forces. Ils connaissent aussi leurs faiblesses. Ils comprennent leurs émotions, leurs attentes. Ils apprécient la solitude. Ils ont une forte vie intérieure. L'intérêt de cet outil d'accompagnement, c'est de les aider à découvrir. Lorsque vous avez un enfant qui a l'intelligence intrapersonnelle, c'est que vous devez l'amener à découvrir, l'aider à découvrir les ressources personnelles qu'il a envie de comprendre les autres. Ce sont des gens qui sont excellents dans le domaine de la finance. Ils sont excellents dans le domaine de la comptabilité parce que ce sont dans le domaine de la planification, de la conception, ils sont très bons. Pourquoi? Parce que ce sont des domaines qui permettent évidemment qui oblige l'individu à être seul, retranché et pouvoir réfléchir sur lui-même. Ça peut aller? Donc vous devez aider ces enfants-là à se découvrir et à trouver les stratégies qui leur conviennent mieux pour atteindre leur objectif, intégrer et consolider leur situation d'apprentissage à leur rythme. L'avantage de ce que je viens de dire, c'est que vous devez permettre à vos enfants de pouvoir s'orienter en fonction de leur type d'intelligence. Nous avons tous les 8 formes d'intelligence, mais c'est qu'il y a une intelligence qui est plus développée chez chacun de nous que l'autre. Ça veut dire en réalité quoi? Nous venons tous de loin et nous allons à différents endroits. Si vous prenez quelqu'un qui a l'intelligence musicale et quelqu'un qui a l'intelligence logico-mathématique et vous voulez que tout le monde, tous ces enfants restent dans le même environnement, il y a un qui sera frustré et l'autre ne sera pas frustré. D'accord? Alors, ceci dit, je viens de finir avec le premier thème, la première thématique. Je vais maintenant aborder la deuxième thématique, la vérité sur le marché de l'emploi. J'ai déjà parlé de ça une fois, mais je vais en reparler. L'informatisation et la robotisation. Les enfants, chers jeunes frères et jeunes sœurs, ou chers parents de nouveaux bacheliers, il y a deux choses que vous devez enlever de votre tête et il y a deux vérités que vous devez dire à vos enfants. C'est que il n'y a plus de sécurité de l'emploi aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, la retraite, elle n'existe plus. Pourquoi il n'y a plus de sécurité? À cause de l'informatisation et de la robotisation. Les statistiques disent que dans les années à venir, il y aura 50% de chômage. Je vais vous donner quelques illustrations, comme même je les avais données avant. D'accord? Dans 20 ou 30 ans, 47%, il y aura 50% de taux de chômage au plan mondial. Vous me suivez? La plupart des jobs seront effectués par des robots. Téléchargez le film là, iRobot. Il y a quelques années, quand c'est sorti, on était à des années de lumière. Aujourd'hui, iRobot est pratiquement une réalité.
Et dans les années à venir, ce film-là sera encore plus une réalité. Les métiers de médecin, de pharmacien, de serveur, de réceptionniste, de taxi. Google, par exemple, a créé une voiture totalement autonome qui fonctionne sans chauffeur. On fait aujourd'hui de la chirurgie à distance. Je ne sais pas si vous avez appris ça. On fait de la chirurgie à distance. Les métiers d'avocat. Il y a une application qu'on appelle Watson qui existe aujourd'hui où quand vous avez un problème, vous mettez les informations dedans et il développe des, comment on appelle ça? Des argumentaires à présenter devant la cour. D'accord? Les métiers de notaire, d'avocat, de médecin. Aujourd'hui, par exemple, il y a une montre qu'on appelle Apple Watch. Vous pouvez prendre votre tension. Et puis, je me suis tombé sur des choses, en fait, folles. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des montres qui sont connectées à Internet, où avec ces montres-là, c'est Samsung qui a fait sortir ça. Avec ces montres-là, vous pouvez vérifier vos mails, vous pouvez gérer vos SMS, vous pouvez suivre la météo. Ce sont en fait des sortes de smartphones qui sont sous forme de montres. Vous pouvez aller sur votre Facebook, sur votre YouTube. Vous pouvez même faire des lives avec. Il y a des lunettes qui aujourd'hui prennent des photos, toutes des vidéos. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Il y a aujourd'hui des ceintures pour les femmes enceintes. Et la femme met, le mari aussi met, et ils ont la sensation de comment est-ce que le bébé est en train de bouger. En temps réel, l'homme, le papa et la maman, on ressent comment est-ce que le bébé est en train de bouger. Il y a des capteurs pour bébé. Il y a des capteurs pour bébé. Et quand le bébé naît, on place ça sur son, qu'on appelle ça, sur sa couche. Et quand le bébé urine, la maman reçoit une notification sur son téléphone portable que le bébé a uriné. Et c'est un outil qui permet de scanner l'urine, tenez-vous tranquille, pour faire quoi? Pour donner les informations sur l'état de santé de l'enfant. Ça veut dire quoi? On n'aura plus besoin des histoires comme domestiques, on a de cuisiniers, rien de tout ça. Ça, c'est même pas fini. Il y a des chaussettes pour enfants équipées de capteurs qui mesurent le rythme cardiaque, la température et la qualité du sommeil de l'enfant. Il y a des habillements pour les femmes qu'elles mettent des habits numériques pour détecter les tumeurs dans les seins. Il y a même des appareils. Ça, c'est la totale. Il y a même des appareils. Non, pas des appareils. Il y a des applications. Ok? Et ma chérie et moi, par exemple, on peut mettre. Et lorsqu'on met, vous savez ce qui va se passer? C'est que je peux la caresser à distance. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Je caresse l'écran de mon téléphone. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer? Il suffit juste qu'elle mette ça sur ses seins. Elle va sentir mes doigts en train de passer sur ses seins. Et ça va la chatouiller. C'est ça. C'est-à-dire la technologie a tellement évolué que beaucoup de 50% des métiers aujourd'hui vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'elles vont disparaître en l'état aujourd'hui. Donc les amis, mon conseil pour vous sur la thématique 2, c'est quoi? Priorisez les métiers qui vous rendent indépendant, qui vous rendent libre, qui payent votre compétence. Les métiers qui utilisent Internet, les métiers où vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise, en fait, de louer un bâtiment, de tout ça avant de faire. Les métiers que vous pouvez faire sur Internet, parce que Internet est une mine d'or, les amis. Internet est une mine d'or. Il y a par exemple, c'est pas moi. Quel sera l'avantage sur nous? Écoutez, je n'en sais rien. Quel sera l'inconvénient de toute cette technologie sur nous? Je n'en sais absolument rien. Mais tout ce que je sais, c'est que vous devez maintenant, aujourd'hui, créer votre job, vous adapter aux réalités, parce qu'il y a des métiers qui vont venir, qui vont naître dans les années à venir. 50% vont disparaître, mais de nouveaux métiers vont apparaître. D'accord? Donc, vous allez devoir vous adapter et vous former au quotidien. Travailler avec passion. D'accord?
de façon persévérante, vous entourer de personnes qui vont vous amener loin. D'accord? Comment sortir du chômage? Écoutez, moi j'ai 3 conseils à vous donner. Première chose, ayez l'amour pour vous-même. Je n'ai pas dit aimer les autres. Aimez-vous en premier. Lorsque vous avez de l'amour pour vous-même, vous allez aimer les autres. Lorsque vous avez de l'amour pour vous-même, vous pouvez facilement aimer les autres. Deuxièmement, avoir un savoir-faire pratique. Apprendre quelque chose à faire de façon pratique. Troisièmement, développer un savoir-être. Vous pouvez apprendre à faire quelque chose aujourd'hui et commencer par le faire demain et sortir du chômage en 24 heures. Vous pouvez apprendre à fondre de la bouillie aujourd'hui, commencer par préparer demain et sortir du chômage. Tout est une question de volonté, de décision. Il n'y a pas de sous-métier. Allez au Ghana, vous allez comprendre ce que j'appelle il n'y a pas de sous-métier. Troisième thématique, pourquoi s'occuper de sa liberté financière quand on a le bac? Eh bien, parce que premièrement, personne ne le fera à votre place. Je vais vous dire quelque chose de vrai tout de suite. Personne ne veut de votre bonheur. Je vais le dire autrement. Personne ne s'occupe de votre bonheur, de votre bien-être. En fait, nous sommes dans un monde où chacun poursuit son bien-être. Donc, ne croyez pas que quelqu'un viendra faire votre bonheur à votre place. Aucun chef d'État, aucun homme politique ne viendra au pouvoir pour faire votre bonheur à votre place. Pourquoi? Parce que lui-même, il a ses problèmes. Il court derrière ses difficultés. Et donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a ses difficultés à gérer, de venir gérer pour vous à votre place. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je dis par là? On s'en fout royalement que vous ayez mangé aujourd'hui ou que vous soyez bien réveillé ou que la nuit soit agitée. On se fout royalement de ça. Personne ne fera votre bonheur à votre place. Personne ne se soucie de votre bonheur. Personne ne veut que vous réussissiez. Même pas moi. Écoutez, même pas vos parents. Même pas Dieu ne veut que vous réussissiez. Je vais le dire autrement. Pourquoi vos parents tiennent tant à ce que vous réussissiez? Je vais vous expliquer. Et pourquoi Dieu tient tant à ce que vous réussissiez? Je vais vous expliquer aussi. Je vais vous expliquer pour vos parents d'abord, après vous allez comprendre pour Dieu. Vos parents souhaitent se battre pour que vous réussissiez. Pourquoi? Parce que vous portez leur nom. Et ils savent qu'en réussissant, vous ferez leur fierté, leur honneur. En définitive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un parent ne s'occupe pas de l'enfant du voisin. Pourquoi? Parce que l'enfant du voisin ne porte pas son nom. Donc les parents se battent pour qu'on réussisse en griffe par égoïsme. Parce que d'abord, ça les arrange. Le jour où vous finissez, vous cessez de porter le nom d'un parent, vous verrez si vous aimez ou pas. Ne soyez pas naïfs. Personne, même quand quelqu'un s'intéresse à vous pour vous faire du bien, c'est parce que quelque part, il tire une satisfaction. Il tire un avantage de ce qu'il vous fait. Donc les amis, ne soyez pas naïfs. On n'est pas là pour vous faire du bien. On est là pour se faire du bien. Et si en vous faisant du bien, ça peut nous faire du bien, eh bien tant pis. Si l'on ne gagne pas, eh bien tant pis. C'est pareil pour Dieu. Dieu ne s'occupe pas de toi pour ton propre plaisir. Il s'occupe de toi. Pourquoi? Parce qu'en s'occupant de toi, ça fera sa gloire, son honneur. Donc en réalité, qu'est-ce que je vous dis les amis? Personne au monde entier ne veut de votre bonheur. Donc, la seule personne capable de se soucier de son propre bonheur, de sa propre réputation, de sa propre renommée, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vos parents. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas un député. Ce n'est pas le chef de l'État. C'est vous. C'est encore vous. Mon point, c'est ceci. Pourquoi vous devez vous préoccuper de votre liberté financière? Parce que les études aujourd'hui ne sont plus gages de réussite.
Vous avez tous des exemples de Zuckerberg, de Steve Jobs, qui n'ont pas été loin dans les études. Mais le plus, ça ne veut pas dire que vous n'irez pas loin dans les études. Si vous avez un projet en béton, un projet solide, et vous avez la capacité de démarrer sans financement, écoutez, mettez les études de côté d'abord et faites votre projet. Je ne dis pas de ne pas être à l'école, de ne pas aller à l'école. En fait, c'est à vous de faire l'arbitrage, de savoir ce que vous voulez. L'école est là tout le temps, vous pouvez retenir sur les bancs à n'importe quel moment. D'accord? Si vous pensez que vous pouvez faire une école qui vous ouvre des opportunités avec garantie de possibilités sur le marché de l'emploi, faites-le. Allez loin si tant est que les moyens vous permettent. Et surtout, non seulement les moyens vous permettent, mais vous avez de bons débouchés. Avoir de bons débouchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans une bonne école qui vous donne des entrées sur le marché de l'emploi. Mais ces gens d'école, ça coûte cher. C'est pas pour des enfants de pauvres comme vous et moi. Donc, lorsque vous êtes à l'école et vous avez un projet en béton, un projet solide, mais démarrez. N'allez pas trop à l'école. Moi, j'estime pour ma part qu'à partir du BTS ou même à partir de la licence, si j'exagère encore, à partir de la licence, vous avez tout ce qu'il vous faut. D'ailleurs, à partir du bac, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie. Maintenant, 2-3 ans à l'université, ça suffit. Occupez-vous de votre liberté financière dès aujourd'hui. Voyez vos parents, la vie qu'ils vivent. Est-ce que vous comptez vivre cette vie? Est-ce que vous voulez vous retrouver à la retraite avec des charges sur le cou et étant incapable de subvenir à vos besoins d'abord, aux besoins de votre famille ensuite? Réfléchissez. Faites un choix, faites un arbitrage. Parce que personne ne le fera à votre place. Arbitrez, décidez. Et comment préparer sa liberté financière après le bac? Écoutez, commencez par cotiser un peu d'argent à côté et investir. Si vous voulez savoir comment investir, écrivez-moi. Je vais vous donner quelques pistes. Je peux faire des vidéos live dessus pour vous donner quelques possibilités de placement à long terme, sûr. Mais je vous dirai pas une chose que la bourse. Donc en réalité, c'est quoi? Vous devez vous occuper de votre liberté financière dès aujourd'hui. Et ça m'amène au quatrième thème, à la quatrième thématique. En fait, l'ouverture, nous lançons à cette rentrée-ci la haute école de l'entrepreneuriat et de la finance au Bénin et à Lomé. C'est une école où nous comptons ouvrir 2 à 3 filières. La filière entrepreneuriat, la filière finance et trading et la filière e-commerce. Donc c'est un parcours DUT, licence professionnelle et master professionnel. Pourquoi on a choisi ces spécialités? Parce que c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers en vogue et c'est des métiers qui vont prendre du volume dans 30, 40, 50 ans. Donc, vous avez la capacité d'avoir un boulot durable. Et donc, nous ouvrons à cette rentrée-ci, nous allons lancer bientôt des bourses, des offres de bourse, histoire de vous permettre de souscrire à ça. En parcours DUT, 2 ans, licence professionnelle, 3 ans, master professionnel, 5 ans. Et donc, nous comptons à la fin des formations vous donner la possibilité d'avoir du financement. Pas des prêts, mais des dons. Nous vous ferons pour tous les étudiants qui finiront leur parcours de 2 ou 3 ou 5 ans, nous allons leur octroyer du financement. Comment? Le modèle est simple. Pendant que vous payez vos frais de formation, la scolarité, une partie est mise de côté, investie en bourse, et à la fin de vos études, sur la base de ce que ça va donner comme retour sur investissement, nous allons prendre une partie et vous donner, pas vous emprunter, nous allons vous donner, mais vous allez utiliser de façon progressive. Donc nous allons créer un incubateur. Les frais de scolarité sont de 200 000 francs, toutes filières confondues, pour la première jusqu'en 3e année. Première, 2e, 3e année. Donc, voilà ce que je voulais vous dire.
Vous n'êtes pas nombreux à être en ligne, mais j'espère que vous serez nombreux à regarder la vidéo et surtout à la partager au maximum. D'accord? Si vous êtes intéressé par la haute école de l'entrepreneuriat et de la finance, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous donner un peu plus de détails. Si vous avez des questions, posez-les moi en inbox. Je me ferai aussi le plaisir de vous répondre par rapport à ça. Dans les jours à venir, je vous donnerai un peu plus de détails. Je vous donnerai un peu plus de détails sur le fonctionnement de l'université. Les diplômes sont reconnus par les États togolais et les États béninois. D'accord? Nous sommes en train de nouer des partenariats, des certifications. La filière finance et trading, voilà, c'est le trading, c'est des traders. Nous allons vous former en tant que trader particulier et trader professionnel sur tous les marchés, les outils, le marché US, le Canadon, les actions françaises, la bourse régionale, des valeurs mobilières, les devises, les indices, les futurs, les stocks, l'Eurostock, les actions, les obligations, les matières premières, tout le marché, vous serez formé dessus. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. L'entrepreneuriat est subdivisé en 3 spécialités. Vous avez l'agro-business, vous avez l'artisanat et le tourisme, vous avez ensuite l'agro-business, l'artisanat et le tourisme. Vous avez ensuite business, entrepreneuriat, tourisme. Vous avez le e-commerce. D'accord? Vous avez ces 3 spécialités. Et donc, en fait, lorsque vous finissez, par exemple, dans la filière entrepreneuriat, vous devez rédiger un projet. Déjà, en 3e année, vous démarrez le projet. À la fin de la 3e année, on vous finance. Et quelle que soit la spécialité, on vous met dans un incubateur. Un incubateur qui vous permettra de travailler sous un contrat de 3 mois fois 2. Après ce contrat, on va vous libérer maintenant. Vous serez à votre propre compte, mais vous serez suivi. Vous serez suivi dans l'incubateur pendant 3 mois fois 2, 6 mois ou fois même au-delà. Et après maintenant, progressivement, vous allez prendre votre envol seul. D'accord? J'ai énormément de choses à faire. Je vais vous laisser. Je souhaiterais vraiment que vous partagiez cette vidéo et qu'elle parte à beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Bye bye.